L'histoire commence avec un humain portant le coup final à un dragon, et ce dernier, dans ses derniers instants, admet qu'il ne se souvient pas d'avoir fait quoi que ce soit pour mériter d'être attaqué par les humains de cette manière. Il réfléchit au fait qu'il a même combattu à leur côté par moments et soupçonne qu'il pourrait y avoir une autre raison qui les pousse à le tuer. Au lieu de chercher des excuses, il accepte son sort, pensant qu'il a peut-être simplement vécu un peu trop longtemps. Il sait que ce n'est pas exactement la fin glorieuse à laquelle on pourrait s'attendre pour un dragon divin présent depuis l'âge des dieux, mais il s'en accommode, estimant que ce n'est pas la pire façon pour un dragon de mourir. Alors qu'il se réduit en poussière, sa dernière pensée est l'espoir de pouvoir enfin reposer dans l'au-delà, mais les dieux ont d'autres plans. Au lieu de la paix, il se retrouve réincarné dans le corps d'un enfant. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit ses parents et une vieille dame penchée au-dessus de lui. Le fait qu'il se réveille aussi rapidement surprend la vieille femme, qui pense immédiatement que l'enfant pourrait être doué. Son père, bien sûr, se gonfle de fierté, déclarant que c'est tout à fait naturel, après tout, c'est son fils. Sa mère le nomme Dolan et le présente à son père et à son frère aîné. Puis, l'histoire avance de plusieurs années. On retrouve Dolan, plus âgé, debout sur une colline en train de regarder le coucher du soleil. Une fille nommée Eri arrive pour le ramener à la maison, et il lui sourit. Elle lui demande ce qu'il a en tête, mais il évite la question en disant que ce n'est rien. Les deux retournent au village, et nous apprenons que Dolan vit maintenant à Berne, un village près de la frontière nord du royaume continental d'Arkrest. La scène passe ensuite au réveil de Dolan le lendemain, alors qu'il commence sa routine habituelle. On apprend que, dans ce village, l'agriculture est le seul moyen de subsistance et que Dolan travaille dur dans les champs chaque jour pour gagner son pain quotidien. Après le petit déjeuner, il sort du village et explique qu'ici, à 15 ans, on est considéré comme adulte et on doit vivre de manière autonome. Il a maintenant 16 ans et a déjà quitté la maison pour s'assumer. Plus tard, il va pêcher avec son frère près de la rivière, et son frère mentionne que Dolan prévoit d'aller explorer le marais demain. Dolan confirme, expliquant qu'il faut faire quelque chose, car les hommes lézards ont disparu depuis un mois. Son frère, Dylan, lui rappelle que c'est normalement le travail des soldats, mais Dolan sait que le capitaine de la garde, Balan, et ses hommes sont trop occupés à protéger le village. Si Dolan n'agit pas, personne ne le fera. Son frère propose de l'accompagner, mais Dolan le rassure en lui disant qu'il ira bien. Juste à ce moment-là, Dolan sent un coup sur sa ligne et ramène un poisson. Plus tard, alors qu'il rentre au village avec sa prise, il croise la soldate Malida, qui le taquine à propos de sa pêche. Elle commente qu'au lieu de pêcher, il devrait se préparer pour son expédition de demain, mais Dolan la rassure en lui disant qu'il se prépare un peu chaque jour depuis la semaine dernière. Il la remercie ensuite d'avoir aidé à convaincre le chef d'autoriser cette mission, mais Malida balaie l'idée, disant que ce n'est pas grand-chose, car Dolan aide toujours les soldats lors de leurs entraînements. Il demande ensuite si elle et le soldat Albert partent quelque part, et il confirme qu'ils vont planifier la prochaine session d'entraînement pour les enfants. Albert conseille alors à Dolan de se concentrer sur son expédition de demain et de ne pas s'inquiéter pour eux. Dolan rentre ensuite chez lui et ajoute du sel au poisson pour le conserver. Alors qu'il termine, Eri arrive, lui rappelant que c'est le jour de la pratique de la magie. Il la taquine en se demandant si elle est venue le chercher, et elle rougit en disant qu'elle était simplement dans le coin peu après. Nous voyons Dolan pratiquer la magie avec la vieille dame qu'il avait rencontrée auparavant. Il lance un sort appelé éclair d'énergie sur une cible, et tout le monde est impressionné par sa précision et sa puissance brute. La vieille femme loue sa magie offensive, la qualifiant d'impressionnante comme toujours, et Dolan attribue humblement cela à ses enseignements. Elle annonce ensuite qu'il est temps de pratiquer la magie médicale, et on découvre rapidement que c'est le talon d'Achille de Dolan. Après l'entraînement, sur le chemin du retour, Dolan tombe sur une fille aux cheveux argentés. Le chef du village la présente comme Christina et l'informe qu'elle restera au village pendant un certain temps. Il se penche et murmure à Dolan de ne pas l'offenser, car elle est une noble. Dolan lui serre la main et, alors qu'elle s'éloigne avec le chef, il remarque qu'elle semble assez compétente. Plus tard, on retrouve Dolan de retour au village après avoir cueilli quelques fruits. Il explique comment les hivers ici sont suffisamment rigoureux pour congeler quelqu'un sur place, et les étés peuvent être insupportablement chauds. Il est encore surpris que les humains parviennent à vivre dans de telles conditions extrêmes. Dolan se rend ensuite chez ses parents, où il est accueilli par son frère Marco. Il leur remet les fruits qu'il a récoltés dans la forêt, et sa mère le remercie chaleureusement. La famille s'installe pour un repas préparé par sa mère, et alors que Dolan commence à manger, il déclare que la cuisine de sa mère est toujours la meilleure. Son père rit doucement, en commentant que même si vivre seul peut être relaxant, Dolan devrait envisager le mariage pour ne pas finir seul. Dolan se rappelle que son frère Dylan lui avait dit la même chose, mais il avoue qu'il veut profiter de sa vie de célibataire un peu plus longtemps. Marco se souvient soudain que Dolan part pour le marais demain, et leur mère exprime son inquiétude, espérant qu'il ne se retrouvera pas en danger. Dolan la rassure, affirmant qu'il ne prendra aucun risque inutile. Son père intervient en lui rappelant que c'est désormais sa décision, puisqu'il est adulte, mais il espère que Dolan reviendra sain et sauf pour ne pas inquiéter sa mère. Le lendemain, alors que Dolan s'apprête à partir pour le marais,
tout le village se rassemble pour lui faire ses adieux. Laetitia, la prêtresse du village, lui donne ensuite une simple bénédiction pour le protéger, et la vieille femme de tout à l'heure le prévient d'être prudent, car ses prédictions ont révélé quelque chose de mauvais à l'horizon. Dolan hoche la tête, prenant ses paroles au sérieux. Eri, rougissante, lui tend alors un panier repas, et avec cela, Dolan s'en va, faisant un signe d'adieu en quittant le village. En chemin vers le marais, il explique comment les hommes lézards qui vivaient là interagissaient parfois avec les habitants de Berne, mais qu'un jour, ils ont simplement disparu. Personne n'ayant réussi à comprendre ce qui s'était passé, Dolan s'est porté volontaire pour enquêter. Après un moment, il atteint enfin le marais et commence à inspecter le lac, cherchant la cause du trouble. Il réalise rapidement que le pouvoir des élémentaires de terre est fort ici, tandis que celui des élémentaires d'eau s'affaiblit. Progressant avec prudence, il se rappelle que Maguru, la vieille femme, est généralement très précise avec ses prédictions, et il ressent quelque chose de proche. La main sur son épée, il se prépare, sachant que seuls des monstres puissants peuvent survivre dans un marais dans cet état. C'est alors qu'il aperçoit une magnifique lamia, une créature rare dans cette région. Alors qu'il tire son épée, la lamia lui demande curieusement s'il est tout seul. Il confirme, et elle sourit, visiblement ravie. Elle semble réfléchir à sa prochaine action, se rappelant ce que sa mère lui avait enseigné, utiliser le charme et un petit quelque chose de plus dans des situations comme celle-ci. Sortant de nulle part, elle commence à faire une danse ridicule, ce qui surprend Dolan, puis elle le rassure en disant qu'elle n'est pas venue ici pour se battre. À ce moment-là, un monstre apparaît derrière la lamia, prêt à attaquer, mais Dolan bondit pour la protéger, et tous deux fuient en se cachant sous un grand champignon à proximité. Il se rappelle avoir entendu parler d'un gros tremblement de terre récemment, et suppose que cela a dû déclencher la folie de l'élémentaire. Il soupire, sachant qu'il n'y a aucun moyen de le ramener à la normale, et se présente comme Dolan. La lamia se présente également, sous le nom de Selina. Dolan lui demande alors si elle sait utiliser la magie, et lorsqu'elle confirme, il lui propose de s'associer pour abattre l'élémentaire enragé. Selina, horrifiée, proteste en expliquant qu'étant elle-même un monstre de terre, ses attaques pourraient ne pas être efficaces. Cependant, elle révèle qu'elle possède un sort racial unique qui pourrait faire l'affaire. Dolan propose alors d'aller en première ligne pendant qu'elle le soutient depuis l'arrière. Selina accepte nerveusement, ajoutant qu'ils seront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Dolan ne peut s'empêcher de sourire en lui rappelant que c'est quelque chose que l'on dit quand on se marie. Selina, embarrassée, bafouille ses mots, clairement troublée. Les deux restent alors cachés en attendant que l'élémentaire de terre apparaisse. Selina, incertaine de pouvoir faire confiance à un humain qu'elle vient de rencontrer, jette un coup d'œil à Dolan, mais lorsque celui-ci donne le signal, ils chargent ensemble le monstre. L'élémentaire de terre attaque, et Dolan le bloque, protégeant à la fois lui-même et Selina. Celle-ci commence à réciter son sort racial, invoquant un immense serpent qui s'enroule autour de l'élémentaire, l'immobilisant. Dolan saisit l'opportunité pour attaquer, mais Selina ne peut pas maintenir le monstre immobilisé très longtemps, et il se libère. Heureusement, Dolan est déjà assez proche. Il esquive l'attaque de l'élémentaire, saute sur lui et canalise la magie draconique à travers son épée, tranchant le monstre en deux. Cela déclenche un petit glissement de boue, laissant Selina couverte de boue. Dolan, reprenant son souffle, lui demande si elle va bien. À paraître un peu sale, Selina se porte bien. Il la remercie ensuite pour son soutien et suggère qu'il devrait la nettoyer puisqu'elle doit avoir froid. Après avoir récupéré les cristaux laissés par l'élémentaire de terre, la scène passe à Dolan et Selina, qui se réfugient dans une cabane en ruine. Dolan prépare le repas, et Selina ne peut s'empêcher de trouver amusant qu'il soit si à l'aise en sa présence. Elle le taquine, et il explique qu'elle n'est pas comme les autres lamias qu'il a rencontrées auparavant, celles-ci ont tendance à être plus méfiantes envers les humains et bien plus agressives. Il lui demande ensuite ce qu'elle fait dans la région, car il n'y a pas de village de lamias à proximité. Selina explique qu'il est traditionnel pour les lamias de commencer à chercher un mari lorsqu'elles atteignent 17 ans, et qu'elle est en plein dans ce voyage. Dolan, en hochant la tête, trouve cela plutôt intéressant. Selina ajoute alors un fait amusant, les lamias sont une race entièrement féminine, elles ne donnent naissance qu'à des filles, et les rares fils qu'elles ont sont toujours de la même race que leur père. Elle poursuit en révélant que les lamias sont le résultat d'une malédiction lancée sur une femme humaine il y a longtemps, et cette malédiction a été transmise de génération en génération. À cause de cette malédiction, elles sont en partie serpents, et leurs fluides corporels sont toxiques. Cela rend la recherche d'un mari compliquée, car celui-ci doit avoir un corps robuste et être résistant au poison, sinon, disons simplement que la procréation devient mortelle. Dolan réfléchit à la difficulté que cela représente pour trouver un partenaire, et Selina confirme que c'est le cas. Elle raconte que sa mère a rencontré son père au cours de son propre voyage, et que son père était humain, tout comme Dolan. Dolan sourit, disant que c'est merveilleux, mais cela donne à Selina l'impression qu'il la traite comme une enfant. Il précise que ce n'était pas son intention, il la trouve simplement très mignonne. Cela embarrasse Selina, et tous deux s'installent pour manger. Selina, visiblement ravie par le repas,
demande avec enthousiasme de quoi il est fait. Dolan est content qu'elle l'apprécie et révèle que c'est sa mère qui lui a appris à le préparer. Il explique que, pendant les nuits froides, sa famille se rassemblait autour de la marmite et partageait ce repas. Célina remarque à quel point il doit aimer sa famille, car son visage s'illumine chaque fois qu'il en parle. Dolan admet qu'elle a raison et réfléchit au fait qu'il n'est plus un ermite solitaire vivant dans une grotte. Le lendemain, il se serre la main pour se dire au revoir. En guise de cadeau de départ, Dolan se souvient que les Lamia aiment l'énergie vitale, alors il lui en donne un peu. Cependant, cela la fait s'effondrer par accident. Inquiet, Dolan lui demande rapidement si elle va bien, réalisant que l'énergie vitale d'un dragon était peut-être un peu trop pour elle. Mais Célina le rassure, affirmant qu'elle ira bien. Il lui dit ensuite qu'il retourne dans son village, et elle mentionne qu'elle va continuer vers le sud pour trouver un mari. Dolan l'invitait à visiter son village une fois qu'elle aura trouvé quelqu'un, disant qu'il aimerait la présenter à sa famille. Célina accepte avec un sourire, et ils se séparent, chacun allant dans sa propre direction. Plus tard, un garde et un civil du village modeste de Dolan aperçurent une femme traversant le pont en direction de Berne. Le civil fit remarquer qu'il était dangereux pour une jeune femme de voyager seule comme ça, mais elle les rassura en disant qu'il n'y avait aucun problème, car elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Après tout, elle n'était qu'une humble Lamia. Lorsqu'ils réalisèrent qu'elle était une femme serpent, les hommes prirent la fuite, paniqués, sans oser regarder en arrière, laissant Célina frustrée par cet accueil. Pendant ce temps, chez Dolan, Maguru enseignait à ce dernier et à Eri les bases de la médecine magique. Contrairement à la médecine ordinaire, les potions magiques sont fabriquées à partir d'ingrédients infusés de magie et doivent être préparées avec une grande précaution pour être efficaces. Dans le pire des cas, la moindre erreur pouvait être fatale. À peine avait-elle fini d'expliquer cela que Dolan fit sa première erreur, et l'enseignante se mit à rire, commentant que le jeune homme n'était pas très doué pour les tâches délicates. Eri encouragea son frère à ne pas se décourager, notant qu'il avait un œil aiguisé pour les herbes médicinales et qu'il était excellent avec les enfants. Enfin, un peu timidement, elle ajouta qu'en plus de tout cela, il était aussi beau. Dolan la remercia pour les compliments, mais admit qu'il avait du mal à suivre les recettes complexes, reconnaissant qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Quant au mélange d'Eri, Maguru n'y trouva aucun défaut et l'envoya jouer dehors. Eri, cependant, préférait aider sa mère et partit une fois excusée. Pendant ce temps, Dolan réfléchissait au fait qu'en tant que dragon dans sa vie passée, il n'avait jamais eu besoin de médicaments, ce qui expliquait pourquoi il n'était pas doué avec les choses délicates. Malgré la frustration du jeune homme, Maguru le rassura en lui disant qu'il avait une magie offensive de première classe, mais qu'il avait encore des difficultés avec la médecine magique. Néanmoins, l'enseignante lui rappela qu'il n'y avait pas de raison de se précipiter, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Dolan avait du talent, et les obstacles qu'il rencontrerait en cours de route faisaient simplement partie du chemin pour atteindre un nouveau niveau. Il se souvint d'une phrase que Maguru disait souvent, la connaissance correcte et les petites déviations. Elle renforça cette leçon, prévoyant de lui apprendre à transformer ses échecs empoisonnés en antidotes. Plus tard, Dolan alla déjeuner chez Eri après y avoir été invité. Le père de la jeune fille prononça une prière au nom de Maïral, la déesse de la nature, pour la remercier de sa générosité. Pendant cela, Dolan réfléchit au fait que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Maïral. Après le déjeuner, Dolan se hâta, réalisant qu'il était resté plus longtemps que prévu. Avant d'atteindre sa destination, il fut arrêté par Miu, une personne bovine. Elle lui demanda si ce n'était pas son jour d'entraînement, et il confirma qu'il était en retard pour cette raison. Finalement, elle lui offrit du lait frais, car cette semi-humaine partageait son lait avec les villageois, qui l'appréciaient tous. Dolan avoua lui-même qu'il trouvait cela délicieux, mais annonça qu'il devait partir. Cependant, Miu insista, lui tendant une tasse pour qu'il boive. Après une brève hésitation, il but avec enthousiasme, puis prit congé. Non loin de là, Christina observait Dolan se précipiter à travers le champ. Un peu plus tard, il arriva enfin sur le terrain d'entraînement, où 3 jeunes garçons s'exerçaient à la lance sous la supervision d'Albert. Dolan s'excusa pour son retard, mais le professeur ne semblait pas contrarié. Au contraire, il sourit à son ami et annonça une pause. Les enfants se rassemblèrent rapidement autour de Dolan pour lui montrer leurs compétences à la lance, mais l'homme plus âgé leur dit de revenir après la pause, laissant les jeunes déçus. Soudain, Dolan sentit la présence d'un monstre à proximité. Albert remarqua le comportement étrange de son ami et lui demanda ce qui se passait, mais Dolan balaya la question, disant que ce n'était rien. Plus tard dans la nuit, Dolan retourna dans la forêt, cherchant la source de la sensation qu'il avait eue plus tôt. Dans son esprit, il s'agissait certainement d'un monstre, et peut-être même d'un familier. Suivant ses instincts, il s'enfonça profondément dans les bois jusqu'à apercevoir Célina en train de se baigner. Célina, surprise, faillit se cogner la tête en trébuchant, mais Dolan était là pour prévenir le pire. Avec tout en ordre, l'homme lui demanda ce qu'elle faisait là, mais Célina ne pouvait pas parler, se sentant trop exposée, alors elle lui demanda de fermer les yeux. Dolan ne comprenait pas pourquoi, puisque Célina était une si belle femme, et être regardée ne diminuerait en rien sa beauté. Agacée,
La Lamia ne comprenait pas comment il pouvait être aussi indifférent. Il expliqua calmement que désirer les choses belles était un instinct naturel, et qu'il n'y avait rien de honteux à cela. Cela dit, Dolan apparut bientôt avec une marque de main sur le visage, s'excusant pour son manque de tact, car Célina s'était vengée. L'homme reprit alors ses questions pour savoir pourquoi elle était là. Après tout, elle avait dit qu'elle partait à la recherche d'un mari. Célina avoua que c'était bien son plan, mais que les choses ne s'étaient pas bien passées jusqu'à présent, alors elle avait décidé de rendre visite à Dolan dans son village, car voyager seul était difficile. Dolan fut ravi de sa présence et promit de faire tout ce qu'il pouvait pour l'aider. D'ailleurs, il eut la brillante idée qu'ils devraient vivre ensemble, ce qui plongea Célina dans un état de panique. Après s'être remise du choc, elle demanda s'il était sérieux, étant donné qu'elle était un monstre. Dolan expliqua que dans son village, il y avait de nombreux êtres bêtes et demi-humains, bien que les villageois puissent se méfier de Célina parce qu'elle était une Lamia, ses pouvoirs et sa personnalité gentille gagneraient sûrement leur confiance, lui permettant de vivre paisiblement à Berne. Surprise, Célina n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait se lier d'amitié avec des humains. Dolan avoua ensuite que sa présence rendrait sa vie beaucoup plus agréable. Réfléchissant à ses propres paroles, Dolan se demanda pourquoi cela donnait l'impression qu'il courtisait cette demoiselle. Quoi qu'il en soit, l'invitation avait déjà été lancée et acceptée par la jeune fille. D'ailleurs, Célina confessa qu'elle avait une autre raison de chercher l'humain. En vérité, elle espérait qu'il pourrait partager un peu de son énergie vitale avec elle, car elle n'avait jamais ressenti une énergie aussi délicieuse qui la faisait se sentir aussi bien. À ce sujet, Dolan la rassura en lui disant que dès qu'ils commenceraient à vivre ensemble, Célina aurait tout ce qu'elle voudrait. Il lui tendit alors la main pour sceller l'accord avec la Lamia. Dès qu'elle répondit à son geste, il lui transféra un peu de son énergie vitale en guise de démonstration gratuite, et la pauvre créature s'excita de la pointe de sa queue jusqu'au bout de ses oreilles. Cela fait, Dolan expliqua son plan à Célina. Le lendemain, le capitaine et quelques subordonnés évaluèrent le 3e jour consécutif d'attaques mystérieuses dans le village, où des animaux étaient tués et laissés sur place, accompagnés d'une étrange trace enfoncée dans le sol. À ce sujet, ils pensaient que le coupable pouvait être cette ombre mi-humaine mi-créature qu'ils avaient aperçue la nuit précédente, en d'autres termes, une Lamia, un être extrêmement dangereux craint par les humains. Ce que le capitaine ne comprenait pas, c'était pourquoi elle laissait ses proies dans le village au lieu de les emporter pour les manger. Sans plus attendre, l'officier avertit les anciens du village de la menace qui rôdait sur le territoire. Tout le monde voulait comprendre pourquoi une Lamia apparaissait dans cette région, car cela arrivait rarement. Le capitaine Ballan suggéra de former une escouade pour éliminer la créature une fois pour toutes. Cependant, l'un des dirigeants fit remarquer que le village avait trop peu de gens et que ce serait trop risqué, il fallait donc demander des renforts à la capitale, ce qui signifiait envoyer un messager immédiatement. Pendant ce temps, Dolan entendit la conversation en travaillant avec Albert pour ramasser du bois, réfléchissant à la profondeur du fossé entre les humains et les monstres. Pour lui, il était triste de penser qu'une femme comme Célina, si gentille et douce, serait détestée par les gens simplement parce qu'elle était ce qu'elle était. Lors de la réunion, Maguro exhorta tout le monde à ne pas paniquer et reconnut que Ballan était profondément préoccupé pour le village. Cependant, elle expliqua que la Lamia laissait probablement les animaux en offrande au village et suggéra qu'ils essaient de comprendre pourquoi. À ce moment-là, Eri arriva à la réunion avec les résultats de la divination suggérée par Maguro. L'ancien examina soigneusement l'étrange peau et conclut qu'Eri était parvenu au même résultat qu'elle. En d'autres termes, la divination prédisait que l'apparition du serpent était un bon présage et que tout le monde devait attendre de voir ce qui se passerait. En entendant cela, Dolan se réjouit de la décision et se précipita vers Célina à la fin de la journée, sachant qu'il pouvait désormais avancer avec la dernière partie de son plan. Lorsqu'il l'atteignit, il informa Célina que le plan des offrandes avait fonctionné, puis lui expliqua l'étape suivante. Le jour suivant, Ballan expliqua aux autres soldats que la Lamia avait été aperçue dans la région, donc une nouvelle session d'entraînement aurait lieu ce jour-là pour garder tout le monde en alerte en cas d'incident. Les enfants étaient captivés par la présence imposante du capitaine, en particulier Toro, son fils. Pendant ce temps, Dolan réfléchissait au fait que c'était le cœur de la défense de Berne et que ces personnes allaient l'aider avec la dernière partie de son plan avec Célina, y compris le capitaine, le lieutenant et même la prêtresse Laetitia, qui pouvaient utiliser des miracles de guérison et des antidotes. Cependant, comme elle était considérée comme une messagère de la déesse Maïral, Dolan devait être prudent pour ne pas la faire voir Célina comme une menace, car cela signifierait la fin pour elle. Quoi qu'il en soit, le reste dépendait maintenant de la Lamia. Sachant cela, la pauvre créature tremblait de peur. La nuit précédente, Dolan avait prévu qu'elle le sauve pendant l'entraînement dans le territoire des lapins fouisseurs, car il entrerait volontairement dans la tanière des animaux, puis donnerait le signal pour être secouru par Célina. Cependant, malgré le plan, un garde arriva en courant pendant l'entraînement pour signaler qu'un ours cuirassé approchait. Sans tarder, la gigantesque bête apparut, enragée. Ballan ordonna à tout le monde de ne pas attaquer, car un coup de l'animal pourrait couper un humain en deux. Le problème était que Toro était sans défense et très proche de l'ours.
Dolan réagit rapidement, se jetant sur le garçon pour éviter une tragédie. Au même moment, Célina apparut soudainement, se jetant sur Dolan pour le protéger des griffes de la bête. En réponse, la Lamia lança un sort sur l'ours, lui ordonnant de retourner dans la forêt, ce qui stupéfia tout le monde, car la bête obéit docilement à son commandement. Après avoir écarté l'ours, Célina demanda si Toro allait bien, mais le capitaine doutait des intentions de la Lamia et la menaça. Dolan argumenta qu'elle les avait sauvés, et Malid acquiesça. Pourtant, Balan restait méfiant, il questionna pourquoi la Lamia avait laissé des offrandes dans le village et pourquoi elle avait sauvé Dolan et Toro. Célina expliqua qu'elle les avait sauvés parce que leur famille serait dévastée s'ils mouraient. Sur ce, Célina s'inclina et supplia d'être autorisée à vivre dans le village, expliquant que son père était humain et avait toujours aimé sa mère. En entendant cela, Balan demanda l'avis de Laetitia. La prêtresse reçut un message de la déesse Maïral affirmant que la Lamia devant eux n'était pas une menace et que tout le monde devait vivre en harmonie. Elle s'approcha ensuite de Célina et remarqua que la créature gardait les yeux fermés pour apaiser la peur humaine des malédictions, mais elle lui demanda doucement d'ouvrir les yeux parce que tout allait bien. Cependant, Célina était gravement blessée et finit par s'évanouir. Après quelque temps, Célina se rétablit et on lui attribua une maison où vivre. Lorsqu'elle visita son nouveau chez-soi, elle fut touchée par la gentillesse des villageois. Il y avait même une peluche de champignons à l'intérieur de la maison, une idée suggérée par le capitaine Balan lui-même. En parlant de lui, Balan s'excusa d'avoir pointé son arme sur la Lamia, car elle avait sauvé la vie de son fils. Harry demanda à Célina de partager tout ce qu'elle savait sur son espèce afin qu'il puisse mieux apprendre à s'occuper d'elle. De même, Célina souhaitait apprendre tout ce qu'elle pouvait sur la race humaine. Enfin, Dolan fit semblant de ne pas connaître le serpent et lui tendit la main en guise de salutation. Elle pleura et répondit à son geste. Ainsi, Dolan accueillit Célina au village de Berne. Plus tard, Célina continuait de recevoir plus de choses chez elle, tandis que Dolan, au loin, se réjouissait que son plan ait réussi. Mais en se souvenant que la déesse Maïral l'avait aidé avec la prédiction, il souhaitait simplement la revoir pour la remercier de son aide ce jour-là. Avec cela en tête, à la tombée de la nuit, Dolan se sépara de son corps comme s'il était un fantôme. Pour être plus précis, il s'agissait de sa forme astrale, avec laquelle il pouvait aller directement au plus haut du ciel, où il rencontra sa forme de dragon qu'il avait toujours eue, cette fois en présence de la déesse Maïral. La déesse trouva étrange d'être appelée divinité, plaisantant avec Dolan sur le fait qu'il était devenu si humain en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, Dolan remercia Maïral pour l'oracle, car après tout, si celui-ci n'avait pas menti à ce moment-là, il n'aurait pas accepté Célina dans leur village. Mais en même temps, c'était étrange, car après son décès, il n'avait jamais pensé que Maïral le retrouverait transformé en simple humain. Cependant, la déesse affirma qu'une âme comme la sienne était difficile à ignorer. Dolan avoua qu'il ne savait toujours pas comment il avait fini par devenir humain. Après tout, le jour où on lui planta l'épée dans le corps, provoquant sa mort, il attendait simplement la fin. Malgré tout, il ne nia pas que renaître en tant qu'humain n'était pas totalement mauvais, car il avait appris qu'il existait des humains qui, malgré les adversités, vivent de toute leur force et sont heureux avec très peu. Il précisa que leur vie, bien que fugace par rapport aux êtres célestes, ne brillait pas moins que celle des dieux. Pour Maïral, celui qui brillait le plus à ce moment-là, c'était lui, remarquant que son cœur et son âme étaient remplis de joie ainsi que de nombreuses espérances. Selon la déesse, ce n'était pas un message destiné uniquement à lui, puisque la Lamia qu'il avait secourue brillait de la même manière. Et en un clin d'œil, il revint à sa forme humaine, où Célina, sans frapper, entra pour réveiller Dolan, car le coq avait chanté depuis un moment. En même temps, Célina se rendit compte qu'elle aurait pu ouvrir la porte et voir quelque chose d'inapproprié sans le vouloir, mais Dolan la rassura en expliquant qu'il venait juste de rêver d'une vieille amie qui lui disait des choses magnifiques et qu'il ne pouvait pas être plus heureux. Célina lui rappela qu'aujourd'hui était un jour important, car il avait promis de planter des pommes de terre avec Christina, qui l'attendait dehors avec impatience pour travailler. Pendant ce temps, en ville, nous voyons un grand château qui était la demeure particulière d'une femme qui avait même des fées nettoyant les livres. La même femme, dont la secrétaire semblait très heureuse de livrer les messages, reçut un message de Christina, la fierté de toute la ville. Pour cette raison, la femme particulière, utilisant un peu de magie, ouvrit la lettre pour la lire immédiatement. Dans la lettre adressée à la directrice Olivia, Christina notait qu'elle n'était pas entièrement satisfaite du climat extrême du nord de Galoa. Pourtant, c'était l'une des raisons pour lesquelles tous les citoyens s'entraînaient quotidiennement. Bien que ce ne fût qu'un combat de spectacle, tout le monde voyait la vice-capitaine souffrir, des paroles qui ne lui plaisaient pas du tout. Cependant, Christina elle-même demanda à ne pas être sous-estimée, alors Malida n'hésita pas à devenir sérieuse et tenta de finir Christina d'un seul coup, mais échoua finalement. En fin de compte, la victoire revint à la jeune femme aux cheveux blancs, qui, avec de meilleures compétences à l'épée, non seulement gagna l'auditoire, mais aussi le respect de Malida en lui tenant tête. Malgré cela, Christina reconnut que Malida avait également très bien combattu, ce qui fit légèrement rougir la vice-capitaine. Profitant de la proximité de Balan,
Malida l'invita à déjeuner avec eux, et avec le soutien du capitaine, elle fut accueillie en un rien de temps. Continuant avec la lettre, Christina souligna que, malgré l'éloignement du lieu, le bonheur et la gentillesse étaient le quotidien des habitants. Même à la tombée de la nuit, elle fut accueillie par un banquet accompagné de l'hospitalité des cuisinières du village, qui ne pouvaient s'empêcher de la dévisager pour être trop séduisante. Balan proposa même un petit tournoi de pouvoir mais avec de l'alcool, voulant voir qui tiendrait le plus longtemps. Cependant, ses compagnons conseillèrent à Christina de ne pas accepter, car le capitaine était un ivrogne expert. Cela dit, Balan crut que la jeune femme ne voulait pas boire, mais se contenterait au moins des 2 idiots qui l'avaient amenée pour boire sans être rejetée. Cependant, Christina avait en réalité toujours voulu dire oui, mais elle restait trop timide. Cette même nuit, après avoir eu une belle chambre pour se reposer, elle aperçut le capitaine Balan qui venait tout juste de finir de boire. Pour cette raison, elle décida de s'entraîner un peu plus à l'extérieur de la chambre, sous la lumière de la lune, jusqu'à ce que Dolan et Célina apparaissent après une promenade nocturne. Célina remarqua que Christina semblait un peu triste et voulut savoir si quelque chose n'allait pas, mais comme Christina avait toujours des difficultés à communiquer, elle ne dit rien. La Lamia comprit en un instant et prit la main de son amie pour l'inviter à passer la nuit chez elle. À son arrivée, la première chose que Célina montra fut son lit, sa partie préférée de toute la maison, car il l'aidait à faire de beaux rêves. Cela fit comprendre à Christina que les lits des Lamia étaient différents de ceux des humains, mais même s'ils étaient différents, Célina lui proposa de l'essayer un moment pour éviter tout problème de refus. Dolan rappela à son ami que ce lit pourrait ne pas être aussi confortable pour un humain, ce qui apporta un peu de tristesse sur le visage de Célina. Mais, sans savoir pourquoi, Christina s'allongea sur le lit pour voir ce que cela donnait. En testant également les oreillers, elle ne put nier qu'ils étaient extrêmement confortables pour n'importe quel être. Ce lit et cette maison, selon la Lamia, étaient grâce à Dolan, qui ne tarda pas à expliquer à quel point il avait aidé Célina à être acceptée dans le village malgré son appartenance à une autre espèce. Cependant, même si tout allait bien, elle ne pouvait s'empêcher d'être heureuse, car plus elle passait de temps au village, plus elle adorait ses habitants. Elle raconta également que Balan aimait boire le lait de sa femme, et même les villageois organisaient des compétitions pour voir qui en buvait le plus lors d'un tournoi local, ce qui fit comprendre à Christina pourquoi le capitaine avait voulu rivaliser avec elle. Célina raconta aussi que le frère de Dolan était un excellent pêcheur et qu'il avait même pêché un poisson géant récemment, qu'il partagea avec toute sa famille. Dolan expliqua que non seulement son frère ou le capitaine avait des talents spéciaux, mais que les autres villageois étaient également doués dans différents domaines, il suffisait simplement de les connaître. Par exemple, Marida, malgré son statut de vice-capitaine, adorait les sucreries. Avant de continuer, Célina demanda à Dolan ce qu'il faisait là, debout, et les 2 femmes le jetèrent sur le lit pour qu'il puisse lui aussi tester son confort, ce qui les fit rire aux éclats, et qui sait quoi d'autre. Le lendemain, les villageois se réunirent pour essayer le lait de Mew. En effet, il s'agissait d'un autre défi ouvert avec Balan pour voir qui oserait boire plus de lait que lui. À ce moment-là, Christina arriva avec Célina, accueillie par les sourires des habitants. Christina ne nia pas qu'elle était venue pour goûter ce lait dont Balan se vantait tant, alors sa femme alla directement chercher un peu pour la jeune femme, qui après une bonne gorgée, remarqua à quel point il était délicieux, ce qui ravit Mew. Ces paroles furent perçues comme un défi par le capitaine, qui voyait en Christina une éventuelle adversaire. Lorsqu'elle affirma être la plus grande buveuse du village, la compétition commença et de nombreuses rondes furent servies ce jour-là, jusqu'à presque épuiser Balan, qui montrait des signes de faiblesse à force de boire. Finalement, le capitaine s'évanouit après avoir trop bu, et Christina triompha ce jour-là avec un sourire sur le visage. Même après sa victoire, Dolan voulut savoir si elle se sentait bien après avoir bu autant de lait et s'il s'agissait d'une vraie victoire contre le puissant capitaine. À ce moment-là, Mew apparut pour lui demander si elle avait le temps de goûter le lait de Mirou, sa fille. Elle aurait aimé le faire goûter à son mari en premier mais en le voyant aussi épuisé, il serait préférable de ne pas le déranger pour un moment. Christina prit donc une grande gorgée pour évaluer la qualité de ce lait, le trouvant encore plus sucré que le précédent, ce qui la rendait vraiment délicieux, et finit par recevoir un grand câlin de Mirou, rempli de joie. À la fin de la lettre, Olivia lut que Bern semblait faire un trou dans son cœur. Au même moment, une visite arriva pour Olivia, qui se retrouva en un clin d'œil dans une fête très importante. Mais depuis la distance, elle entendait les murmures de tout le monde, disant que Christina s'était liée d'amitié avec une Lamia, et les gens de la haute société n'étaient pas très à l'aise d'être proches d'un monstre dangereux. Ces rumeurs arrivèrent jusqu'à Kyrène, qui se rendit auprès d'Olivia pour en savoir plus sur cette Lamia. Selon elle, il était essentiel de tout savoir sur la menace que Christina pourrait affronter. Après tout, une Lamia était une créature dangereuse à garder près de soi, et avec la vague de disparition qui avait eu lieu dans la ville, il valait mieux protéger la chère Christina. Cependant, la directrice affirma qu'il n'y avait rien à craindre, car selon son élève, la Lamia était très amicale. De plus, l'oracle de la déesse Maïral avait demandé aux habitants du village de vivre avec elle, des paroles que Kyrène ignora,
préférant se précipiter pour sauver Christina du danger. À cet instant, un homme qui semblait être le propriétaire de ces terres affirma qu'il partirait bientôt pour protéger la jeune fille de tout péril. De retour auprès des protagonistes, ceux-ci venaient de finir de planter les pommes de terre, mais Célina avait commis l'erreur de les planter trop proches les unes des autres. C'est alors que Kless apparut en courant pour annoncer qu'il y avait un problème et qu'il devait se rendre immédiatement à la porte du village, où le maire cacha Christina aussitôt. En effet, l'homme que nous avions vu auparavant, nommé Goda, était aussi le commissaire de la frontière nord, et accompagné de ses soldats, il voulait savoir pourquoi Dolan avait amené une lamia sur ces terres sacrées du roi. Avant que Dolan ne puisse dire un mot, le prêtre voulut rappeler à Goda que l'oracle de Maïral les avait bénis avec la jeune lamia. Cependant, l'ancêtre n'était pas très croyant et voulait simplement éliminer la menace avant qu'elle ne fasse du mal. Dolan rappela à l'homme que la parole de la déesse était plus que suffisante pour ce genre de choses, mais l'ancêtre lui rappela que, s'il voulait rester sur ces terres, il devait se présenter devant le général, qui déciderait si la lamia était dangereuse ou non, les lois étant la priorité dans ce monde. Dolan, en tant que responsable de son arrivée, voulut l'accompagner. Goda n'y vit aucun inconvénient, pensant qu'il souhaiterait sûrement aussi s'entretenir avec lui pour la même raison. À leur arrivée au crépuscule, les villageois remarquèrent que leurs amis étaient emmenés, et Christina songea à parler à la directrice de cette affaire, pensant qu'avec un peu d'influence, elle pourrait changer les choses. En invoquant les lois du vent, elle accéléra pour courir le plus vite possible jusqu'à sa destination, tandis que les heures passaient. Dans le carrosse, Célina semblait calme, mais pas complètement. En voyant que Dolan avait un peu froid, elle lui donna la permission d'utiliser sa couverture et remarqua aussi qu'il paraissait triste de lui avoir causé autant de problèmes ce jour-là. Avec une étreinte que la mère de Dolan lui avait apprise, il put réconforter Célina durant le reste du voyage. Christina parvint finalement à atteindre la capitale du royaume pour discuter avec Olivia de ce qui s'était passé, autour d'une tasse de thé bien chaud. Olivia lui expliqua qu'avec la bénédiction de la déesse, il ne leur arriverait rien de mal, mais la principale raison de la convocation de Célina était en réalité Kyrène, une générale du gouvernement, qui planifiait de rendre la lamia responsable des disparitions survenues dans le royaume. Malgré la distance, l'un des soldats réveilla Célina en pleine nuit, laissant présager le pire. Le duo est emmené chez Goda, qui révèle des informations qui les laissent stupéfaits. Peu après, ils arrivent en ville et sont conduits chez Kyrène. Elle remercie Célina d'avoir fait ce long voyage. Dolan se présente comme le chaperon de la lamia. Lorsqu'on lui demande de s'identifier, Kyrène devine qu'ils doivent avoir faim et les invite à se joindre à elle pour le dîner. La mage congédie le commissaire et lui ordonne de préparer son rapport. Pendant ce temps, Olivia continue d'expliquer l'influence significative que la mage exerce au sein du gouvernement général. La directrice hésite à prendre une mesure qui pourrait être interprétée comme un abus de pouvoir. Goda rejoint leur conversation, et Christina exige de savoir où se trouvent ses amis. Il demande la permission à Olivia avant de répondre, s'assurant d'abord que la meilleure élève est au courant des récents cas de disparition de jeunes femmes dans la ville. Il révèle qu'il se dit que Kyrène serait en vie depuis plus de 300 ans. Christina devine qu'il soupçonne qu'elle utilise de la magie interdite, car une telle longévité est contre nature. Le commissaire révèle qu'on murmure qu'elle posséderait les corps de jeunes femmes grâce à cette magie pour prolonger sa vie. Ils craignent que Kyrène s'intéresse à Célina pour de mauvaises raisons. Le trio se prépare à confronter la mage. La directrice ne voulait pas impliquer une étudiante dans cette affaire, mais elle voit qu'elle n'a pas d'autre choix. Pendant ce temps, Dolan et Célina sont assis à une table remplie de nourriture, et Kyrène informe ses invités qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Il la remercie, et la mage promet de faire en sorte que Célina puisse visiter Galoa sans incident à l'avenir. Célina avoue qu'elle pensait qu'elle allait être éliminée lorsque tous les soldats l'ont entourée. Kyrène lui dit que c'était une possibilité si leurs soupçons selon lesquels elle manipulait les villageois avec ses yeux maudits étaient confirmés. Cependant, elle admet que cela aurait été une erreur, car Célina est si pure et belle, elle n'a jamais vu une lamia aussi éblouissante. La mage souligne tous les aspects désirables de Célina avant de déclarer qu'elle veut la dévorer avec un regard dérangé. À ce moment-là, Dolan et Célina s'effondrent, leurs boissons ayant été trafiquées. Kyrène les emmène dans son laboratoire et les fait attacher. La mage est excitée car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas capturé de lamia. Elle admire la peau de Célina et a hâte de la faire sienne. Dolan l'arrête alors qu'elle s'apprête à faire la première incision. Kyrène est surprise de le voir réveillé et se demande si elle a fait une erreur avec le dosage. L'ancien dragon remarque que le cercle magique sur le sol est dessiné avec du ketchup naturel, ce qui indique que cela fait partie de sa routine, étant donné son installation. Kyrène avoue qu'elle a cessé de compter ses victimes lorsqu'elle a atteint 100. Elle déclare qu'elle l'a fait pour la recherche et pour collecter les belles choses chez les autres, car c'est ce qui la rend attrayante. Elle confesse avoir passé un pacte avec le diable, comme une célébrité hollywoodienne typique, et avoir pris des parties de différentes créatures. La mage estime qu'il est temps de se mettre à jour et promet d'utiliser toutes les parties de Célina. La lamia se réveille également, furieuse que la mage ait fait souffrir tant de gens juste par vanité. Elle constate que les avertissements du commissaire étaient justifiés. Dolan révèle qu'il possédait un objet magique qui transmet le son,
et que Goda et les autres ont entendu ses vantardises sur ses actes terribles. Les murs du laboratoire explosent soudainement alors que Christina et les autres font irruption. La noble dame n'en revient pas que Dolan et Selina aient accepté d'être des appâts pour ce plan. Le commissaire donne l'ordre aux soldats d'appréhender Kiren. Il devine que la mage avait prévu de faire accuser Selina des enlèvements, et que la Lamia aurait été éliminée sous prétexte qu'elle résistait. Une fois la situation réglée, Kiren aurait utilisé le corps de Selina pour vivre son fantasme. La mage ne pense pas qu'il pourrait comprendre son calvaire, car ils sont nés avec de beaux visages. Elle révèle qu'elle est née laide et qu'elle détestait cela, alors elle a pris la beauté des autres pour s'élever. L'idée qu'il patronne ses efforts la met en colère, alors elle décide de leur montrer les fruits de ses 300 ans de recherche. Le résultat est décevant, car elle se transforme en un monstre hideux et exige qu'ils lui remettent Selina. Elle tend la main vers sa cible, mais ils esquivent tous. Dolan révèle qu'elle a assemblé diverses espèces grâce à la magie, et il ne peut qu'imaginer le nombre de vies qu'elle a prises pour que cela soit possible. Les parties des différentes créatures bougent alors qu'elle déclare qu'elle vivra en harmonie avec ces êtres pour toujours. Kiren estime que Selina est privilégiée de pouvoir faire partie de cette beauté. Elle tente d'attaquer les soldats, mais la Lamia l'arrête avec ses yeux maudits, ce qui permet aux hommes de battre en retraite en toute sécurité. Selina ne peut pas tenir plus longtemps, alors Christina coupe les doigts du monstre avant qu'il ne l'atteigne, mais il régénère. La meilleure élève poursuit son assaut, continuant de taillader. La mage, agacée, libère davantage de puissance, des yeux s'ouvrent tout autour de son corps alors qu'elle lance un sort de magie noire, mais Christina le bloque. La directrice ne peut qu'observer, car elle ne peut pas invoquer ses esprits sous terre. Dolan, qui travaillait sur un cercle magique, demande à la noble dame de se retirer. Lorsqu'il termine, il la piège avec un sort et lance des flèches magiques avec un autre, ce qui détruit la malfaisante. Les villageois restent en ville quelques jours après l'incident. Dolan apprend à Selina à lire, et elle est impressionnée que les humains le fassent constamment. Ils sont ensuite rejoints par Olivia et Goda. Le commissaire s'excuse de les avoir impliqués dans l'affaire. Selina le supplie de relever la tête, lui assurant que tout va bien. Dolan avoue avoir été surpris lorsque le vieil homme leur a demandé de servir d'appât pour son enquête. L'antidote d'Olivia les a aussi aidés à se remettre du poison soporifique. Il est révélé que le gouvernement général est honteux de ne pas avoir pu empêcher leur propre mage de commettre de tels crimes odieux. Goda présente à Selina son permis pour visiter Galoa et son enregistrement en tant que citoyenne officielle du royaume. Il précise qu'il savait dès le début qu'elle était une âme douce, donc elle pourra vivre à Berne sans problème. Elle est surprise de voir à quel point le vieil homme est cool par rapport à leur première rencontre. Olivia a également quelqu'un qui souhaite rencontrer Dolan. Ils se rendent à l'académie et il est heureux de voir Denzel, le fils de Muru, qui a entendu parler des exploits de l'ex-dragon. Il propose de les emmener faire un tour en ville. Ils se rendent au marché principal, et les gens sont terrifiés par Selina. Elle n'est pas blessée par leur peur et souhaite simplement acheter des cadeaux pour tout le monde au village. Après quelques achats, ils se préparent à partir, et Dolan demande à Denzel de venir visiter le village bientôt. Il invite l'ex-dragon à rejoindre l'académie. Denzel a parlé à la directrice plus tôt et pense que son pouvoir magique extraordinaire est gâché. Dolan apprécie l'offre, mais il se sent toujours nécessaire au village. Ils comprennent, mais lui laissent le temps de réfléchir à l'offre. Olivia suggère discrètement qu'elle sait quel genre d'âme Dolan a et déclare que ses pouvoirs aideraient davantage de personnes s'il développait ses connaissances à l'académie. Denzel pense aussi que quitter le village pourrait être le meilleur moyen de le protéger. Selina est attristée de l'entendre dire cela. En route vers Berne, Dolan avoue que l'offre l'intrigue, mais qu'il a encore beaucoup à faire au village. La noble dame voit qu'il aime son lieu de naissance et comprend pourquoi, mais elle pense toujours que l'académie lui offrirait des expériences qu'il ne pourrait pas trouver au village. Pendant ce temps, dans une forêt, un chasseur est troublé lorsqu'il voit une armée de monstres fourmis sortir d'un portail. Ils sont libérés par un groupe suspect, leurs yeux brillent à travers le portail. Peu de temps après, Dolan et Christina aident à entraîner les enfants du village tandis que Selina et Balan les observent depuis la ligne de touche. Selina commence soudain à se rappeler de l'offre que Dolan a reçue pour rejoindre l'académie, et elle s'inquiète qu'il la laisse derrière pour partir loin d'elle. Tandis qu'elle est perdue dans ses pensées, les enfants du village commencent à jouer avec sa queue, ce qui la fait courir après eux. Dolan pense que Selina est devenue une part importante du village et espère que les choses resteront ainsi. À ce moment-là, Christina, épuisée, s'approche de lui et lui demande de l'accompagner pour explorer la forêt. Elle explique qu'il y a de puissants et dangereux monstres dans la forêt et qu'elle souhaite tester ses compétences contre eux. Dolan lui dit qu'elle ne devrait pas s'aventurer dans la forêt sans raison valable, mais Christina lui répond qu'un des villageois lui a dit qu'il ne pouvait pas emmener ses cochons paître dans la forêt à cause des monstres. Elle propose alors de devenir garde du corps pour les cochons, car elle estime qu'il est de son devoir d'aider les villageois de toutes les manières possibles. Dolan soupire, se demandant pourquoi Christina est si désireuse d'aller dans la forêt, au point de se proposer pour protéger des cochons, mais il décide finalement de l'accompagner. Bientôt, un troupeau de cochons s'aventure dans la forêt, sous la garde de Dolan, Christina, Balan et quelques chevaliers. Selina remarque les chevaliers qui portent des armures lourdes,
et Dolan explique que des monstres inhabituels ont récemment été aperçus dans la forêt, nécessitant des précautions supplémentaires. Ils arrivent au pâturage, et tandis que Dolan et les filles restent en arrière pour surveiller les cochons, Balan mène ses hommes pour patrouiller la zone. Un des cochons s'aventure dans les buissons, et un chevalier en surpoids le poursuit pour le ramener. À sa grande surprise, un puissant tigre-lame projette le cochon blessé vers lui. Terrifié, le garde se paralyse de peur, pensant qu'il est une autre proie pour ce monstre, mais heureusement, Balan arrive à temps pour frapper la tête du tigre avec son énorme marteau. Il avertit le soldat d'être plus attentif à son environnement, mais ironiquement, il ne remarque pas une gigantesque fourmi noire qui s'approche furtivement derrière lui. La fourmi géante l'attaque, et il semble qu'elle soit trop puissante pour Balan. Dolan et les filles entendent les cris de Balan et se précipitent vers lui pour le retrouver déjà vaincu par la fourmi géante. Celle-ci bondit ensuite vers Dolan, mais il la neutralise avec une boule d'énergie. Christina lui demande quel type de monstre c'est, et Dolan répond que ce n'est pas un monstre, mais un démon des enfers. Celui-ci n'est qu'un simple éclaireur de Baran, mais il est tout de même trop puissant pour les guerriers ordinaires. Christina lui demande alors comment il en sait autant sur les démons, et il lui répond qu'il a lu à leur sujet dans les livres d'une vieille sorcière. Il dit ensuite à Christina qu'il va immobiliser le monstre et qu'elle doit en profiter pour l'achever. Elle accepte et s'élance pendant que Dolan affaiblit le démon fourmi avec un tir magique. Christina profite de l'opportunité et tranche la tête de la fourmi. Elle a du mal à croire qu'elle vient de combattre un démon, et Dolan lui demande de ne rien dire aux villageois à ce sujet. Il retourne au village, et la nuit, tout le monde se rassemble chez le chef du village. Celui-ci revient de la maison de Balan après s'être assuré de son état et informe les villageois que Balan est toujours inconscient, bien que sa vie ne soit plus en danger. Les villageois discutent alors de cet étrange monstre, assez puissant pour vaincre le capitaine des soldats du village. Peu après, la vieille sorcière arrive avec de bonnes nouvelles, Balan a retrouvé ses esprits et devrait bientôt aller mieux. Cependant, elle remarque que Balan a été blessé par une créature encore plus puissante que le tigre-lame. Dolan affirme qu'il se passe quelque chose de grave dans la forêt et se porte volontaire pour enquêter. La vieille sorcière lui conseille de vivre en harmonie avec la nature, peu importe les défis qu'elle impose, expliquant que la créature n'a attaqué Balan que parce qu'ils ont envahi son territoire. Dolan insiste pour enquêter, arguant que la situation pourrait empirer, et la sorcière accepte finalement, à condition qu'il emmène quelqu'un avec lui. Christina se porte volontaire, mais le chef du village refuse, estimant que sa sécurité est essentielle. C'est alors que Célina saisit l'opportunité et se propose, ce à quoi Dolan ne peut dire non en voyant sa détermination. Le lendemain, Dolan et Célina se préparent pour la forêt, où ils trouvent Christina qui les attend, impatiente de participer malgré les ordres du chef. Peu après, ils rencontrent des araignées géantes et les battent, puis tombent sur un singe cornu. Christina se prépare à attaquer, mais Célina parvient à calmer la créature en lui offrant une pomme. Dolan et les autres prennent une pause repas et partagent leur nourriture avec la famille de singes. Christina demande à Célina si elle n'a pas peur des monstres, et celle-ci lui rappelle qu'elle en est elle-même. Célina encourage Christina à nourrir les bébés singes, et elle commence à les trouver adorables. Dolan observe que les créatures ont été chassées de leur territoire par un monstre plus puissant. Pendant leur pause, Célina remarque à quel point Christina est gracieuse même en mangeant un simple morceau de pain. Dolan est d'accord, ce qui embarrasse Christina. Célina, se sentant un peu jalouse, demande à Christina comment elle fait pour être si charmante, espérant utiliser ses astuces pour trouver un mari. Dolan rassure Célina en disant qu'elle est déjà charmante, ce qui la fait rougir et rêver d'une vie de couple avec lui. Soudain, une boule est lancée dans leur direction, contenant une fée inconsciente. Ils sont attaqués par une autre fourmi démoniaque, mais Dolan et Christina la neutralisent. Cependant, d'autres démons arrivent, encerclant leur groupe. Dolan les affronte avec ses flèches d'énergie, et Christina en élimine d'autres. Alors qu'une fourmi attaque Christina par derrière, Célina la sauve en utilisant sa magie. Il réveille alors la fée, qui se présente sous le nom de Marle et explique que les fourmis la pourchassaient sur ordre d'un démon supérieur. Marle leur demande de l'aide pour sauver son peuple, car le danger est immense. Au même moment, ils se sentent encerclés, mais cette fois par des créatures non hostiles. Dolan pose son épée pour montrer qu'il ne représente pas une menace, et Christina l'imite. C'est alors qu'une tribu d'elfes de la forêt surgit, et leur chef se présente pour secourir Marle. À ce moment-là, l'esprit se précipite vers le commandant Gio en suppliant « Je vous en prie, ces humains m'ont sauvé, ne les combattez point ». Célina perçoit qu'ils ont pénétré la forêt des elfes, et Dolan l'informe qu'il semble bien que ce soit le cas, mais qu'ils doivent rester vigilants pour éviter toute embuscade. Le commandant Gio s'avance vers eux pour les remercier d'avoir aidé Marle, la fée, et demande pourquoi ils sont venus dans les bois. Dolan explique qu'ils ont entendu des bruits étranges et qu'ils sont venus enquêter, bien qu'ils réalisent à présent qu'ils auraient dû demander l'autorisation d'abord, et il exprime ses regrets. Le commandant Gio comprend les intentions bienveillantes de Dolan, mais il les avertit de partir immédiatement car les bois sont en grave danger. Dolan lui demande s'il parle des légions démoniaques et lui explique qu'il sait qu'elles sont également apparues dans leur village. Gio confirme qu'ils sont actuellement en combat contre la horde démoniaque dans les bois. Christina, troublée,
demandent comment ils gèrent la situation et s'ils ont prévenu le royaume de cette urgence, saisissant les vêtements de Gio avec agitation. Ces guerriers se mettent en garde pour le protéger, tandis que Célina tente de calmer Christina en lui disant de parler plus doucement. Mais Christina rétorque, comment puis-je parler doucement alors qu'un seul démon peut causer une dévastation massive, sans parler d'une légion entière? Elle se tourne vers Gio en lui proposant leur aide, voyant que ces humains veulent réellement aider et semblent robustes, notant que Christina est particulièrement habile à l'épée. Dolan, observant la détermination de Christina, songe que son tempérament fougueux sert leur cause en ayant influencé les elfes. Il réfléchit à ce qu'ils ont dit au sujet de la horde démoniaque et de la possibilité d'un portail colossal reliant le royaume démoniaque au bois dangereux. Si le portail se manifeste complètement, des démons plus grands et plus puissants pourraient émerger, mais il jure de les anéantir avant cela. Dolan fait alors une proposition au commandant Gio, puisque la situation est une urgence, comme il l'a déclaré, il ne pourra pas gérer cela seul. Il demande s'ils peuvent aider temporairement, même si cela enfreint les règles. À cet instant, le frère de Gio intervient pour dire qu'il apprécie le devoir de son frère en tant que chef, mais qu'ils doivent avant tout protéger leurs compagnons de village, même si cela signifie ignorer les règlements. Gio, après avoir observé leurs expressions pleines de sincérité, accepte leur aide, reconnaissant leur force, comme étant d'une puissance immense. Alors qu'ils scellent cette alliance, une énorme explosion retentit, semblable à la détonation d'une bombe nucléaire. Ils aperçoivent le portail, et Dolan se dit intérieurement qu'il reconnaît cette sensation étrange, le portail doit être entièrement ouvert. Il voit alors des créatures bizarres émerger, accompagnées d'une jeune femme aux cheveux cramoisis et de démons colossaux. Dolan et ses compagnons déclenchent une énergie spéciale en utilisant la sorcellerie du vent, leur conférant une vitesse étonnante alors qu'ils se précipitent vers l'avant à toute allure. La jeune femme aux cheveux rouges parle aux démons, se réjouissant de la clairière dans la forêt, idéale pour exécuter les désirs de leur seigneur démoniaque. Elle propose un jeu, qui trouvera les elfes en premier pourra les tuer. Peu après, un flot d'insectes converge sur Dolan et ses compagnons. Ils décident de les éliminer pour les empêcher d'atteindre leur village. Nous voyons alors Géolude, le premier des 4 chevaliers démons, lancer une attaque pour débuter le combat contre les aventuriers. Malgré leurs flèches, Géolude est bien plus puissant et résiste aisément. Le commandant Gio, aux côtés de Dolan et des autres, se précipite vers les démons, informant Dolan que les esprits l'ont averti de l'attaque au nord du village, sans doute de ces démons de haut niveau. Il insiste pour qu'ils infiltrent le village par le sud-ouest afin de renforcer les défenses avant qu'il ne soit trop tard. Il retourne alors vers Géolude, qui a vaincu de nombreux aventuriers. Il leur explique qu'ils ont tenté de contrôler les forces, mais qu'ils n'ont pas pu supporter un seul de ses coups. Leurs cris actuels sont une mélodie harmonieuse à ses oreilles. Alors qu'il s'approche de l'un des hommes de Gio, il annonce à celui-ci qu'il aura l'honneur de revoir sa lance. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, Diadra l'arrête en l'enchaînant de fleurs tout autour de son corps et ordonne à l'homme de Gio de fuir rapidement. Géolude se moque d'elle et déclare qu'elle ne peut pas contenir la puissance du grand Géolude, peu importe ce qu'elle essaie. Mais il s'effondre rapidement alors qu'elle siphonne son sang et son énergie mystique pour se fortifier. Ils reviennent alors à Gio et ses guerriers, qui abattent de nombreux monstres. Dolan utilise son pouvoir pour générer d'innombrables flèches afin de frapper ses ennemis, et il leur montre que des flèches tombent du ciel et tuent les insectes. Christina se précipite rapidement vers un groupe d'insectes et les élimine. Gio ordonne à tous de se hâter pour pénétrer par cet emplacement spécifique. Ils s'arrêtent à un endroit où Dolan leur explique qu'ils doivent gagner du temps. Il leur donne des cristaux à utiliser pour des incantations puissantes. Célina reconnaît que ces cristaux sont les cristaux mystiques des marais, et Dolan le confirme. Christina et Célina utilisent leur capacité pour lancer les incantations nécessaires. Christina génère un tourbillon et anéantit un groupe d'insectes, tandis que Célina utilise son incantation pour élever de nombreux rochers du sol et éradiquer un autre groupe. Dolan décide d'utiliser son pouvoir également et lance des flammes sur les insectes restants, les détruisant tous. Dolan et ses compagnons rejoignent ensuite Gio, qui le félicite en affirmant que ses exploits remarquables le rendent plus dépendant d'eux. On observe alors Diadra en compagnie de Géolude, qui lui reproche d'avoir commis de nombreuses erreurs en écrasant la végétation, en tuant des insectes et en prenant les vies de ceux qui habitent les bois. Géolude répond qu'il ne considère aucun de ces actes comme des transgressions, car pour lui, la véritable transgression est d'être faible. Il explique que les habitants de cette forêt ont été tués parce qu'ils étaient faibles. Diadra s'adresse à Géolude et lui dit que ses paroles irritent ses oreilles. Elle ajoute qu'il est extrêmement faible et que sa présence dans ce monde est une erreur. Elle utilise sa magie, mais Rafflesia émerge et le sauve, rompant l'incantation. Elle exprime sa satisfaction de rencontrer une personne possédant une puissante énergie mystique, et se présente comme l'une des 4 chevaliers démons. Dolan et ses compagnons arrivent rapidement, et Gio indique qu'ils sont dans l'établissement elfique, mais qu'ils n'ont pas le temps d'explorer. La scène se déplace alors vers le brutal Géolude, qui s'adresse à Rafflesia et lui fait savoir qu'il n'avait pas besoin de son aide, car il aurait pu s'en occuper lui-même. Rafflesia lui répond qu'il feint la force, mais que sa fonction est de se précipiter pour semer le désordre, et qu'il n'a donc pas d'autre option. Il rétorque que sa fonction est de tuer leurs adversaires avant tout le monde.
Elle lui répond qu'il est le seul à le croire et qu'ils doivent maintenant se préparer à infliger de la souffrance à Diadra. Diadra rit en leur faisant remarquer qu'ils collaborent, et leur annonce qu'elle va les affronter tous les deux avec ses compagnons. Diadra tente de faire appel à sa magie, mais constate qu'il n'y a aucune réaction. Rafflesia se moque d'elle en lui disant qu'elle fait appel aux esprits des fleurs, ajoutant qu'elle a vu une belle collection de fleurs en venant ici et qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'en savourer quelques-unes. Elle précise que l'esprit du lys s'est fané en hurlant, et que l'esprit du ginseng a supplié de l'aide en se fanant. Les esprits du lys blanc ont été déchirés par ses griffes, mais les fleurs rouges étaient les plus dévouées et ont crié pour de l'aide. Diadra devient furieuse et hurle que tous les esprits qu'elle a anéantis étaient ses compagnons et sa famille. Elle attaque Rafflesia avec sa magie, mais Rafflesia rit et affirme que cette fureur est pour une raison futile. Elle explique que les fleurs rivalisent pour se nourrir dans la terre pour grandir, et que Diadra devrait se réjouir qu'il y ait moins de concurrence. En réalité, elle lui assure qu'elle devrait la remercier. Diadra lui promet alors qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait, et qu'elle ne laissera pas une trace d'elle. Elle attaque avec des branches d'arbres, mais Rafflesia crée une barrière et affirme qu'elle est aussi un esprit des fleurs, mais que sa fleur ne pousse pas à la surface de ce monde. Elle révèle qu'elle est une fleur du royaume démoniaque, épanouie seulement par le sang et la vie, et que toutes les créatures n'existent que pour nourrir sa croissance. Diadra tente d'utiliser sa magie à nouveau, mais Rafflesia la neutralise. Diadra lui rappelle alors qu'elle devrait comprendre que plus une fleur est magnifique, plus ses épines sont acérées, et que c'est un ancien proverbe qu'elle devrait retenir. Rafflesia devient furieuse en voyant du sang sur son visage, et déclare qu'il est impardonnable pour un simple esprit des fleurs de salir sa beauté, affirmant qu'elle a commis une transgression grave. Diadra lui répond que sa colère est futile et qu'elle a décidé de la tuer. Leur affrontement s'intensifie. Géolude annonce que c'est lassant et qu'il va conclure cela d'un seul coup de sa lance. Il ajoute qu'il ne pense pas que ses lianes fonctionneront contre lui sans l'élément de surprise. Tous deux attaquent Diadra ensemble, et Rafflesia la frappe, la faisant s'effondrer au sol, blessée et avec son énergie épuisée. Elle murmure qu'elle ne peut pas mourir avant de venger ses compagnons et sa famille. Soudain, une force puissante descend des cieux, Dolan se matérialise, et tout le monde reste stupéfait, car il est humain. Et malgré le fait qu'il ait des ennemis devant lui, il leur tourne simplement le dos pour montrer son inquiétude pour Diadra. Cet acte offense profondément Géolude. Mais avant qu'il n'essaie de l'attaquer, Christina apparaît pour l'interrompre. Juste après, Dolan dégaine son épée et l'attaque aussi, mais sa lame manque de très peu le coup de Géolude, qui prend rapidement ses distances. Pendant ce temps, Rafflesia profite de l'occasion pour utiliser sa magie et apparaître derrière Dolan pour l'attaquer, mais une flèche se dirige vers elle à grande vitesse pour la stopper, grâce au soutien des elfes, ce qui la met en colère. Quelques secondes plus tard, un violent tremblement se produit alors que le portail s'ouvre de nouveau, laissant apparaître le plus puissant des chevaliers démoniaques, Georg. À son arrivée, Géolude souhaite éliminer les humains le plus rapidement possible, mais soudain un puissant mana fait irruption sur la scène. Il s'agit de Célina, qui, sans plus attendre, libère son pouvoir, sa fureur étant déclenchée par les dommages infligés aux elfes et aux esprits. Après avoir récité un sort, elle envoie un grand groupe de serpents sombres vers Géolude. Rafflesia se précipite vers Célina, désirant se nourrir de son mana, mais c'est ce que Dolan attendait. En quelques secondes, il lance un sort rapide pour envoyer une boule d'énergie. Diadra combine cet assaut avec un des siens, causant ainsi des dégâts considérables. Après cela, Dolan félicite Célina pour son bon travail, car elle est capable de retenir Géolude. Profitant de sa vulnérabilité, elle prend le temps de préparer un puissant sort pour créer une lance, mais au lieu de la lancer sur Géolude, elle la dirige vers un objet qui s'approche d'eux, lancé par Georg, qui ne semble pas vouloir les laisser nuire à son compagnon. L'impact des deux objets crée un écran de fumée, permettant à Geren d'apparaître sans attirer l'attention. Là, il dit à Géolude qu'il est pathétique et, après s'être présenté, défie Célina en duel. Cela ne fait qu'énerver Géolude, qui libère une force lui permettant de se libérer, lui faisant bien comprendre que Célina est sa proie. Voyant qu'il s'apprête à l'attaquer, Dolan n'hésite pas à aller la protéger, mais n'arrive pas à temps. Christina intervient alors pour la défendre. La situation devenant sérieuse, Christina décide de libérer le pouvoir de son épée et l'utilise habilement pour atteindre Géolude par son angle mort et lui planter son épée dans le cou. Géolude, furieux d'avoir été blessé par une humaine, tourne son attention vers elle. Pendant ce temps, Célina lance un sort pour piéger Geren et le finir avec une attaque magique, mais lorsque la poussière se dissipe, elle réalise qu'il n'a subi aucun dégât. Elle utilise alors ses serpents pour l'attaquer de nouveau, mais Geren, capturée par eux, la défie de l'étrangler jusqu'à la mort, insinuant qu'elle n'est pas prête à tuer malgré la malédiction du serpent qu'elle a hérité. Voyant que ses attaques sont inefficaces, il se montre déçu et lui crie qu'une enfant aussi indécise ne devrait pas combattre à mort. Ensuite, il se libère de sa magie comme si de rien n'était et tente de l'attaquer avec sa hache. Heureusement, Dolan arrive juste à temps pour la protéger, et contre-attaque en chargeant son point d'énergie pour donner à Geren un coup puissant qui le repousse de plusieurs mètres. Soudain, un cri se fait entendre et quelqu'un arrive sur le champ de bataille depuis le ciel.
Dolan reconnaît immédiatement qu'il s'agit du quatrième et dernier chevalier, qui est plus fort que les autres, ce qui change l'expression de Dolan. On informe Gio de la situation de son peuple, mais il reste concentré sur ce qui vient d'apparaître sans savoir ce qu'est ce terrible mana. Georg s'excuse auprès de Geren pour s'être mêlé de son combat, mais celui-ci lui répond qu'il n'y a pas de problème et s'éloigne. Dolan pense que Géolude et ses compagnons aiment torturer, mais que ce type est différent, il a une aura de combat aiguisée et raffinée, cherchant avant tout l'excitation de la bataille, un peu comme Goku. Georg lui dit qu'il trouve impressionnant qu'il n'ait pas peur et qu'il soit même capable de leur faire du mal, et ajoute qu'il n'avait pas rencontré une telle force depuis longtemps. Ensuite, il sort ses deux grandes épées, convaincu que ce combat sera amusant. Dolan s'avance immédiatement pour croiser le fer avec lui et en profite pour se présenter, espérant qu'il n'oubliera pas son nom. Georg mentionne qu'il connaît quelqu'un portant ce nom, mais doute qu'il y ait un lien avec lui. Dolan parvient à repousser son épée, mais Georg frappe ensuite avec le tranchant de ses deux épées contre la sienne. Malgré cela, Dolan repousse ses armes en utilisant son propre pouvoir, ce qui intrigue Georg, qui se demande ce que c'était. Dolan s'éloigne, préoccupé par le fait que Georg pourrait avoir détecté son mana de dragon, mais sachant qu'il ne peut pas s'arrêter, il continue d'attaquer. Il montre alors une force impressionnante à Georg, combinée avec un sort explosif, mais quand la poussière se dissipe, il voit que cela ne lui a rien fait. Dolan comprend que Georg a bloqué son sort en utilisant son bouclier et ses trois épées pour encaisser les dégâts. Christina reste impressionnée par un tel combat, tandis que Dolan semble maîtriser le démon. Diadra, quant à elle, se demande qui peut bien être cet homme. Conscient de son immense pouvoir, Georg dit à Dolan qu'il est impressionné par ses capacités. Dolan répond qu'il pensait récemment qu'il était un démon comme les trois autres, mais qu'il voit maintenant qu'il est d'un autre niveau et qu'il doit être une ancienne divinité, un dieu déchu. En entendant cela, Georg dit qu'il a du mal à croire qu'un humain puisse remarquer cela et pense qu'il cache également une autre identité. Dolan lui répond qu'il ne compte pas la révéler ici, tout en se plaignant intérieurement de ne pouvoir le vaincre sous forme humaine. Cependant, s'il utilise tous ses pouvoirs de dragon, il risque de détruire le village des elfes. Georg lui donne raison, disant qu'il est inutile de parler, et qu'il vaut mieux laisser leurs épées s'exprimer. De plus, avec ses trois épées, elles en diront plus que sa langue. Il attaque alors Dolan à grande vitesse, et ce dernier bloque le premier coup avec difficulté à cause de sa force écrasante. Cela ne fait qu'accroître l'enthousiasme de Georg, qui enchaîne ensuite de rapides attaques. Une fois qu'il les esquive, Dolan profite de la proximité pour attaquer, mais en coupant son armure, il se rend compte qu'il n'a pas été assez proche pour lui infliger des dégâts importants. Georg complimente sa grande force, disant que c'est une chance pour lui de trouver quelqu'un comme lui à la surface. Il commence alors à accumuler du mana. À ce moment-là, Rafflesia et Géolude apparaissent dans les airs pour l'attaquer ensemble. Christina et Selina essaient de se joindre au combat pour aider Dolan, mais elles sont interceptées par Geren, qui leur dit qu'elles devront d'abord passer par-dessus son cadavre. Rafflesia et Géolude lancent une attaque à distance sur Dolan, mais ce dernier affirme qu'il n'a pas l'intention de donner sa vie ici. Il concentre alors son mana de dragon et libère une puissante attaque de vent qui annule leurs attaques, avant de leur lancer un sort d'énergie qui les touche de plein fouet. Georg, pour sa part, s'excuse auprès de Dolan pour cette interruption, bien qu'il savait qu'un tel assaut surprise ne lui prendrait pas la vie. Avec une aura sombre l'entourant, il plante une de ses épées dans le sol et commence à incanter un sort puissant, promettant à Dolan de le reconnaître comme un rival redoutable s'il survit à cette attaque. Les trois épées démoniaques de lumière de Georg sont lancées dans le ciel pour être redirigées vers Dolan. Face à cette attaque destructrice, Selina s'inquiète pour lui, mais Dolan lui sourit en guise de réponse. Lorsque l'énergie approche, Dolan lève son épée et, en utilisant son mana de dragon, la charge pour diviser l'attaque de Georg en deux, envoyant les parties dans les airs. Georg commence à rire, disant que Dolan a coupé à la racine son attaque. Après ce duel, Georg prévient Dolan qu'ils reviendront avec leur armée dans 3 jours, donnant aux habitants du village le temps de décider s'ils veulent résister en vain ou se rendre. Dolan accepte le défi et promet de se battre de toutes ses forces la prochaine fois, ce qui fait rire Georg avant qu'il ne disparaisse. Une fois les chevaliers démoniaques partis, Selina se précipite vers Dolan pour l'embrasser, inquiète pour sa santé. Il la rassure, disant qu'il n'a qu'une blessure légère, et s'informe sur son état et celui de Christina. Christina lui dit qu'elle va bien que des questions subsistent, et propose de les laisser pour plus tard. Finalement, ils sont conduits à la base des elfes, où ils rencontrent les chefs des différentes tribus de la forêt. Le chef des elfes, Déo, les remercie de leur aide, et juste après, la directrice Olivia fait son entrée pour les saluer chaleureusement.